Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle pause travail. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage d'accueillir Pierre Girard Bonneau de Dieu, Nathalie Ossiou et Guillaume Soulier qui vont nous parler de l'organisation du travail et des conditions de travail dans la filière rizicole au Ghana, quels enseignements pour créer des emplois décents et attractifs. Donc comme toutes les pauses travail, cette dernière est enregistrée, donc je vais vous demander de bien vouloir couper vos caméras et couper vos micros pendant toute la présentation pour améliorer la bande passante et nous permettre d'avoir un replay de bonne qualité. Et donc maintenant, je vais éteindre ma caméra moi-même et mon micro. Je vais laisser Nathalie partager son écran et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je partage si tout se passe bien. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est tout C'est bon? parfait. J'essaye de bouger ce petit truc là. Ça veut pas. Bon, vous n'avez pas les têtes là qui apparaissent, non? Si on a les têtes en haut, mais tu peux pas les déplacer. Ah ok, bon, on va faire comme ça. Donc je vérifie juste que les diapos marchent. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous présenter donc avec les personnes que tu viens de citer, Carole, et on va faire l'intervention à deux voix. Je vais lancer le chrono aussi pour qu'on respecte un peu les temps. Donc on va faire la présentation avec Pierre Girard. On va présenter les résultats d'une étude qu'on a menée sur organisation du travail et conditions de travail dans la filière rizicole au Ghana. Donc quel enseignement pour créer des emplois décents attractifs? C'est des travaux qui ont été menés dans le cadre de projets de recherche Mekawatt, donc pilotés par le CIRAD, financés par le ministère des Affaires étrangères, et dans le cadre d'un projet employé qui est financé, lui, par INRAE dans le cadre de l'initiative Tsara. Donc travail co-fait, si on peut dire, avec des équipes de recherche donc d'INRAE, du CIRAD et d'ICER, l'ICER étant un institut des sciences sociales et de statistiques et d'économie de sciences sociales au Ghana, à Accra. Donc déjà, pourquoi mener cette étude? Donc dans le contexte africain, on est sur une augmentation du nombre, en tout cas une arrivée de conséquente de nombre de jeunes sur le marché de l'emploi dans les décennies à venir. Les chiffres parlent de 300, 350, 450 millions de jeunes qui vont arriver dans les dizaines, 20 ans à venir et qui vont devoir chercher du boulot. En Afrique subsaharienne, d'une manière générale, le secteur de l'industrie est très peu développé. Finalement, c'est le secteur agroalimentaire qui va être en capacité on espère, de pouvoir fournir de l'emploi pour ces dizaines de millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et se pose par contre la capacité de ce secteur agroalimentaire à créer des emplois décents et attractifs. Le riz, donc en Afrique subsaharienne, c'est une culture stratégique pour l'alimentation des populations et notamment au Ghana. Cependant, il y a quand même peu de travaux qui sont menés sur la durabilité de ces systèmes et sur leur capacité à créer du travail, de l'emploi décent et attractif. J'ai oublié de dire, comme on travaille en langue anglaise, le Ghana est un pays anglophone, les diapos seront en anglais, mais on présente le tout en français. Alors juste pour donner quelques éléments sur ce que c'est le riz au Ghana, le riz est produit dans des systèmes de production différents qui peuvent être soit des systèmes de plaine, pluviaux, soit des systèmes irrigués. C'est-à-dire le système pluviaux c'est à partir de l'eau de pluie que le riz est produit sur la saison des pluies, et le système irrigué, ça va être par des canaux d'irrigation qui vont amener de l'eau dans les champs de manière un peu plus régulière et fréquente, et notamment sur deux périodes de l'année, ce qui s'appelle la major season, la saison principale de production, et la minor season, la saison secondaire de production. Donc là, des photos sur à quoi ressemblent les champs de riz. Très rapidement, ça c'est un calendrier technique qu'on a réalisé avec des agriculteurs pour montrer que le riz est une production qui est très demandeuse en intervention en itinéraire technique. Cette case-là représente toutes les activités de la préparation des terres, des semis ou plantations, des différents traitements herbicides et d'enlever
les mauvaises herbes sur les parcelles jusqu'à la récolte, sur la saison principale, sur une saison secondaire dans les systèmes irrigués qui est plus courte, et on a des systèmes de pluviaux où là le riz est produit sur la même saison que dans les systèmes irrigués, mais avec des tâches ou en tout cas des activités un petit peu différentes. Sur ces exploitations, on est vraiment sur une très faible, petite mécanisation où le riz est plus mécanisé que les autres cultures qu'on a sur les fermes. Cependant, la mécanisation, c'est essentiellement et uniquement, on va dire, pour la préparation des terres, hein, avec les motoculteurs, comme on peut le voir sur la photo, et avec ce qu'on appelle des combine harvesters, c'est-à-dire avec des appareils à récolte, je trouve plus le mot en français, pour la période de récolte. Là, c'est l'engin qu'on voit sur l'autre photo. La plupart des tâches pour les autres sont réalisées manuellement. On a l'utilisation d'autres équipements qui peuvent être des équipements bien sûr manuels, hein, des houes, des faucilles, etc. Et puis des équipements plus mécanisés ou motorisés, notamment de tricycles, de voitures, de motos, etc. Le riz n'est pas la seule production dans ces fermes. On a également des cultures annuelles qui sont du manioc, du maïs, du poivre ou des légumes, et des cultures pérennes, alors notamment des arbres comme le cacao, l'huile de palme, le cocotier. La plantain, alors la plantain étant entre une culture annuelle et une culture pérenne, on va dire, mais voilà, plutôt sous forme d'arbre. Ces exploitations ont également des animaux, mais plutôt en petit nombre. On trouve des petits ruminants, également des poules, enfin des porcs et des volailles. Alors après cette petite présentation de ce que sont ces systèmes rizicoles en Ghana, voilà pourquoi on a fait un focus sur étudier finalement cette question du travail dans ces exploitations-là. On s'est rendu compte que dans la biblio, on a une littérature qui va analyser le travail sur certaines tâches spécifiques, soit la préparation des terres, soit l'enlevage des mauvaises herbes, soit la récolte. Mais finalement, il y a peu de travaux qui vont considérer l'ensemble des tâches et peu d'études qui vont regarder également comment ça se passe dans la production rizicole. On a peu de littérature qui va regarder l'organisation du travail au sens de qui fait quoi. Alors on sait bien, vous êtes convaincus autour des écrans, je pense que la relation entre les tâches et les travailleurs sont d'importance pour comprendre comment la cohérence et comment ça se fonctionne à l'échelle du système, les leviers mais également les difficultés. Et finalement, donc nous, on a adopté une approche à l'échelle du farming system, de l'approche système de l'échelle de l'exploitation, pour comprendre à l'échelle de la ferme quelles sont les cohérences entre l'organisation du travail, la main-d'œuvre, les pratiques agricoles et la mécanisation. Et c'est également peu de travaux qui vont mettre en relation les conditions de travail avec l'organisation du travail. Alors finalement, notre question qui se pose, c'est finalement quelles sont les relations entre organisation du travail, mécanisation, conditions de travail dans une diversité de systèmes rizicoles au Ghana, sachant qu'on cherche à mettre en relation et à comprendre finalement comment les éleveurs, pour réaliser la charge de travail qu'ils ont à faire avec cette production rizicole, peuvent le faire, en mettant en relation, en essayant de trouver des facteurs qui vont expliquer les différences en termes de mécanisation, de taille des surfaces ou de pratiques d'intensification de intensification du riz, on met derrière l'usage des herbicides et pesticides, l'irrigation et la mécanisation. Alors on a adopté un cadre d'analyse qui veut d'une part regarder quelle est l'organisation du travail dans les fermes et chez les millers. Et les millers, ce sont les unités de transformation du riz qu'on ne présentera pas aujourd'hui. On va se concentrer sur les fermes et de pouvoir mettre en relation ces formes d'organisation du travail avec des conditions de travail, ce qu'on appelle en fait les conditions de travail, c'est-à-dire quelles sont les conditions de travail en termes de pénibilité, de sécurité sociale, de revenus, etc. des travailleurs, leur aspiration, c'est-à-dire l'adéquation ou la non-adéquation entre leurs attentes, enfin ce qu'ils ont actuellement en termes de travail, leur aspiration et leur satisfaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils expriment en termes de ressenti sur leur travail. Et en essayant de mettre ça à une échelle territoriale, je vais passer un petit peu vite, on pourra y revenir. En termes de méthode, on a donc travaillé au Ghana, qui est un pays d'Afrique subsaharienne. C'est un pays anglophone entouré de pays francophones. On a travaillé dans la zone de la Volta, c'est au sud-est du pays, donc c'est une région qui est plutôt en climat tropical humide avec une forte pluviométrie une partie de l'année. Et on a travaillé sur des districts qui sont au sud, qui sont plutôt plus humides au bord de mer et d'autres plus au nord, sachant qu'au sud il y a également un périmètre d'irrigation. Donc on trouve moins dans les trois zones dans la zone nord de notre zone d'étude.
Alors, pour analyser l'organisation du travail, on a essayé de rendre compte d'une diversité de systèmes de production risicole. On a vraiment essayé de capter cette diversité entre des petites fermes, des grandes fermes, des systèmes pluviaux, des systèmes irrigués. On a utilisé la méthode Quaywork, qui est un petit de la méthode bilan travail, pour rendre compte de l'organisation de qui fait quoi et des temps de travaux. Contrairement, on a adapté la méthode initiale pour essayer de rendre compte finalement de la diversité des catégories de travailleurs, c'est-à-dire les exploitants, hommes-femmes, les travailleurs de la famille, les salariés permanents, les salariés temporaires, l'entraide et les entrepreneurs de travaux agricoles. On a également pris en compte le genre, pour savoir si c'était des hommes ou des femmes. Et on a réalisé un ensemble de stats descriptives et multivariées. Sur la partie conditions de travail, en fait, on a essayé de prendre une diversité de travailleurs, donc des chefs d'exploitation, des salariés permanents temporaires, hommes-femmes, à partir de la diversité des formes d'organisation du travail. Donc concrètement, on a considéré des fermes où le travail se réalisait essentiellement ou plus par la main-d'œuvre familiale, et d'autres des fermes où la main-d'œuvre était plutôt composée de familles, mais également de salariés temporaires. Et on a interviewé 5 travailleurs qui sont des chefs d'exploitation, hommes, femmes, des salariés, etc., etc. On pourra revenir sur les catégories si vous voulez. Le guide d'entretien sur ces conditions de travail cherchait à rendre compte finalement du qui est ce travailleur en termes d'origine, de ménage, de niveau d'éducation, les activités agricoles et non agricoles dans lesquelles il pouvait avoir réalisé avant, enfin, ou en même temps que son activité agricole ou précédemment, ses conditions de travail. Donc on a considéré la pénibilité physique et mentale, la charge de travail, l'autonomie, les compétences, le revenu, la sécurité sociale et aussi toutes les autres formes de revenus non agricoles qu'il peut obtenir. On a essayé de rendre compte, enfin d'essayer de capter comment il reçoit et perçoit ce travail, et également les aspirations pour lui, mais également pour ses enfants. Donc les entretiens ont été retranscrits, codés, etc. Donc on va passer à la partie résultats. Je vais laisser Pierre prendre la parole. Je passerai les diapos. Ok, c'est bon. Donc dans la partie résultats, donc comme le disait Nathalie, moi je vais d'abord commencer par parler plutôt des résultats liés à la description des formes d'organisation du travail sur les exploitations qu'on a enquêtées, donc les 40. Et puis ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est de regarder, c'est de mettre en relation ces formes de travail avec des caractéristiques structurelles des exploitations pour voir si on pouvait observer des liens ou des stratégies en tout cas différentes entre des stratégies d'irrigation, de mécanisation ou de taille des exploitations et des formes d'organisation du travail. Donc première chose déjà à regarder qu'on a ici un peu sur cette slide, c'est deux choses. C'est premièrement ce qui ressortait des données, c'est comme Nathalie l'a souligné déjà, l'élevage constitue une part un peu mineure des activités. Et donc, de fait, on a une part attribuée au travail de routine qui est essentiellement sur l'élevage, qui est relativement faible dans ces exploitations. Donc, la majeure partie du travail finalement qu'on retrouve, c'est du travail pour les cultures. Et on est sur des systèmes rizicoles dans lesquels le riz représente une grosse partie du travail saisonnier. C'est ce que vous avez ici. On a à peu près 250 personnes jours par an sur le riz. Pour un total en moyenne de un peu plus de environ 320 jours par an. Donc voilà, le riz, c'est à peu près 2/3 du travail en moyenne sur les exploitations, sachant qu'on a une diversité. Donc importance du riz dans les systèmes de culture en termes de temps de travail. Ce qu'on a fait ensuite, on a fait une typologie à partir des exploitations qu'on avait pour identifier des formes d'organisation du travail différentes et en lien avec, comme je disais, les caractéristiques structurelles des exploitations. Donc on a 3 types qu'on a identifiés. Un premier type d'exploitation qui sont des exploitations rizicoles, mais en riziculture pluviale, peu intensifiées, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de mécanisation en fait, et moins d'intrants que les autres, et qui reposent essentiellement sur des formes de mobilisation de la main-d'œuvre, qui mobilisent essentiellement de la main-d'œuvre familiale. Ensuite, on a un deuxième type d'exploitation qui sont des petites exploitations irriguées, mécanisées, qui mobilisent de la main-d'œuvre familiale, mais aussi de la main-d'œuvre
salariés temporaires. Et puis un troisième type d'exploitation qui sont là des plus grandes exploitations qui combinent le plus souvent à la fois de la riziculture irriguée et de la riziculture pluviale et qui reposent pour le coup essentiellement, majoritairement sur de la main-d'œuvre salariée temporaire. Donc on voit que pour ces trois types d'exploitation, on a des superficies cultivées qui sont pas les mêmes. C'est ce que je disais un peu en décrivant ces exploitations-là. Et on voit également qu'on a un chiffre qui est intéressant aussi un peu à regarder, c'est premièrement la quantité de travail total saisonnier pour toutes les activités, pas seulement sur le riz, mais de voir qu'entre le type 1, donc les exploitations qui sont rizicoles, les exploitations en riziculture pluviale, on a 381 jours de travail en moyenne, contre pour les plus grandes 424 jours, et que celles du milieu, celles qui sont plus petites, qui sont irriguées, ont quand même 246 jours de travail. Et l'intensité du travail par hectare, on voit qu'elle est, c'est-à-dire le temps de travail total pour le riz hein, en personnes jours par hectare, on voit qu'il est beaucoup plus faible, il est de 30 jours par acre, pardon, pour le type 3, donc pour les plus grandes exploitations, et il est beaucoup plus élevé pour les rainfed. Donc en gros, on va y revenir un petit peu après, mais on a un effet. En tout cas, une relation, semble-t-il, entre la taille et l'intensité du travail par hectare sur le riz. Tu peux aller à la suivante. Donc une fois qu'on a voilà cette idée un petit peu générale des différentes formes d'organisation du travail, c'est ce que je disais juste à l'instant, c'est qu'on a essayé de regarder, du coup, essayer de confirmer un petit peu ce qu'on pouvait observer, les stratégies des plus petites fermes et des plus grandes fermes. Donc si on compare ici les fermes qui font moins de 10 acres, donc 10 acres, ça fait à peu près 4 hectares, et puis celles qui font plus de 4 hectares. Et donc là, vous avez la quantité de travail par acre hein, sur chacune pour les plus petites et pour les plus grandes. On voit en fait qu'on a plus de travail par hectare pour les plus petites exploitations. Donc on a quelque part une travail enfin des plus exploitations qui sont plus intensives en travail, en tout cas qui demandent plus de travail, et un travail qui est plus en proportion, qui est plutôt réalisé par la famille. À l'inverse des plus grandes exploitations où on a plus de travail réalisé par les salariés. Next, prochaine slide. Si on s'intéresse à l'irrigation, on a le même genre de dynamique dans le sens où on voit que dans les exploitations irriguées, là aussi, ça demande plus de travail par hectare. Pourquoi? Essentiellement parce qu'avec l'irrigation, on peut faire plus d'un cycle de culture, 2 voire 3. Donc forcément, on a plus de travail à l'hectare ramené à l'année. Et ce surplus de travail, là aussi, on voit qu'il est pris en charge par des travailleurs temporaires, hommes, qui vont plus contribuer, voilà, qui vont constituer une part plus importante de la main-d'œuvre mobilisée dans ces exploitations irriguées. Next, ensuite. Si on va sur la mécanisation qui va de pair avec l'irrigation parce que si vous voulez, il y a une sorte d'écosystème un peu autour des périmètres irrigués, des zones irriguées, qui font que on a divers services qui se développent, dont celui de la mécanisation, celui de l'accès à l'eau, celui de l'accès à des intrants. Donc, on a des zones irriguées qui sont plus intensives, je dirais, que des zones qui sont pas irriguées. Et donc, si on regarde tout de même la mécanisation, on voit que la mécanisation, d'après le graphique, c'est toujours la quantité donc de personnes jour par écart. On voit que quand on n'a pas de mécanisation à gauche, on a une quantité de travail d'environ 70 jours personnes jour par écart, alors qu'on est à moins de 50 quand il y a mécanisation. Et que c'est surtout finalement le travail des femmes qui va diminuer grâce entre guillemets à la mécanisation. Parce que les femmes étaient investies sur des tâches qui étaient initialement mécanisées, comme le semis du riz ou son repiquage, et puis les opérations aussi de récolte. Je lis là. Ouais, donc ça détaille, enfin, on rentre effectivement un peu plus en détail là, sur la mécanisation de la récolte. Ce dont je parlais, on n'a plus les légendes sur celui-ci, mais je crois que euh, c'est pas grave. C'est bon, hein, c'est bon. Hop.
On va mettre en grand écran. Ton micro est coupé, Nathalie. Ouais, Désolée, c'est repassé en grand écran parce que je pense qu'il y a des animations et quand j'affichais. Non. Ah, Il faut que tu bascules entre les affichages. Ouais, mais je peux plus. Oh là là. Ah bah c'est là, pas c'est sur grave. mon. Ah non, mais là c'est la cata aujourd'hui, hein. C'est sur mon autre écran et j'y arrive plus. Voilà, ça y est. Ah, je touche plus à rien. Je touche plus à rien. Je reviens, je touche plus à rien. Hop, hop, hop. Donc on en Ouais. était là. Non, ça on avait passé. C'est bon? Oui, c'est ce que je disais juste avant sur le fait que voilà, sur la récolte par exemple, ça diminue de manière très significative le temps de travail par hectare et surtout ça libère quelque part des travailleurs pour Non. sur d'autres activités. Ok. Et et donc ouais, le fait que les femmes, enfin là ce qu'on voit sur cette diapo là, c'est quand on compare donc des exploitations qui sont pas mécanisées à gauche sur le graphique et des exploitations qui sont mécanisées, on voit effectivement donc qu'on a une diminution de la part notamment du travail des femmes dans la famille et un accroissement du travail des hommes dans la famille, mais aussi des travailleuses femmes temporaires, parce que lié aussi au fait que plus de mécanisation d'accroître en fait les superficies, que ça va aussi, comme je disais tout à l'heure, avec l'irrigation, donc souvent aussi avec une multiplication des cycles de culture dans l'année, et tout ça en fait fait qu'à la fin de l'année, on a une quantité de travail plus importante et que ce surplus en fait de travail, ben, il est délégué à des travailleurs temporaires, hommes et femmes. Hommes essentiellement on va y venir après peut-être sur le, sur des activités notamment de d'épandage d'épandage de pesticides et les femmes sur des activités plutôt de récolte et de post-récolte. Donc cette slide montre un peu la même chose et je pense que j'en parlais aussi déjà un petit peu avant sur le fait que ces hommes, enfin sur les grandes exploitations, on a vraiment une contribution, enfin beaucoup plus de délégation du travail à des travailleurs temporaires hommes. Et quand je dis travailleurs temporaires, je sais pas si on l'a trop précisé avant, mais c'est essentiellement du travail de journalier. On a quelques travailleurs permanents sur les exploitations, mais vraiment pas, c'est vraiment seulement quelques exploitations, c'est très minoritaire. Et après, on a des formes de travail parfois saisonniers, mais là aussi, dans notre échantillon, on n'en a pas beaucoup. Par contre, la majorité du travail, c'est du travail de journalier, en fait. Donc, des gens qui sont recrutés à la journée, qui vont plutôt travailler soit à la tâche, soit à la journée. Et bien, très, très bon exemple, du coup, de ce que je disais, les transitions sont vraiment très bien faites. On a donc voilà, ça ça vous montre ce qui est fait sur l'herbicide. Et donc on voit à gauche les gens qui n'utilisent pas d'herbicide, le temps de travail en fait qui passe à l'hectare pour désherber leurs parcelles. Et puis on voit que dès la première application, en fait, on a une réduction très importante du temps de travail par hectare. Par contre, on voit que alors qu'en bleu et orange, on a cette main-d'œuvre familiale des hommes et des femmes qui assurent quand on n'utilise pas d'herbicide, qui font le désherbage, on voit qu'ensuite, ce sont essentiellement, et c'est ce que je disais, hein, des travailleurs temporaires hommes qui assurent l'épandage des herbicides. Prochaine slide. Donc si on regarde et pour finir, je crois, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on vous voyez, on est parti un petit peu de l'organisation générale du travail. Après, on a essayé de décrypter un peu, de comprendre un peu en fonction de différents facteurs, mécanisation, irrigation, taille des exploitations, les différences qu'il y avait sur les temps de travaux et sur l'organisation du travail. Si on descend à l'échelle de la tâche, c'est aussi intéressant de regarder que on a des tâches qui sont jusque-là qui sont mécanisées, comme par exemple la récolte que vous avez tout à gauche, harvesting, et aussi le travail du sol que vous avez ce qu'on appelle harrowing ou tilling, quoi, c'est le travail du sol qui représente là on a mis toutes les exploitations ensemble que ce soit mécanisé ou pas. Donc en fait en moyenne on voit que c'est des tâches qui représentent quand même peu de temps de travail à l'hectare.
Comme pareil l'application des fertilisants, l'application des herbicides, mais par contre il y a des tâches qui occupent beaucoup de temps de travail, comme ce qu'on appelle le bird scaring, donc c'est-à-dire tu appelles ça comment en français déjà? C'est l'épouvant. Regarde. L'effarouchement. L'effarouchement des L'effarouchement, des oiseaux. l'effarouchement des oiseaux. Qui représente en fait une quantité importante de travail parce que ça se passe comment? Bah, à partir du moment où le riz est à l'épiaison, pour le protéger des attaques des oiseaux, il faut envoyer quelqu'un au champ qui va passer la journée au champ pour effrayer les oiseaux. Et donc voilà, c'est du temps des journées pleines de travail. Ça peut être une ou deux personnes, voire plus, selon la taille des parcelles. Mais au bout du compte, voilà, c'est des gens qui sont occupés à ça, qui font pas autre chose, d'où le fait que ça occupe pas mal de temps. Et là, c'est essentiellement réalisé par la famille. C'est parfois aussi des enfants, plus ou moins jeunes, qui sont envoyés pour faire ce travail-là. Et puis de l'autre côté, on a les activités post-harvest, donc suite à la récolte du riz, qui sont aussi des activités qui consomment qui occupent pas mal de temps. Et là, plutôt pour une main-d'œuvre féminine et une main-d'œuvre notamment salariée féminine. Donc ça va être tous les travaux de ce qu'on appelle de vannage, de vannage du riz notamment. Pour y revenir. Donc, pour résumer un petit peu, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la production est intensifiée, plus on a de cycles de culture permis par l'irrigation, ça augmente, ça accroît la quantité de travail sur l'année, et que cet accroissement de la quantité de travail il est pris en charge par des salariés temporaires hommes, en proportion. Que la mécanisation diminue certes le travail à l'hectare, mais comme on disait, c'est quand on mécanise, on cultive un peu plus. Donc pareil, là, mécanisation n'est pas synonyme de réduction du temps de travail dans l'absolu, puisqu'on voit que si on regarde ça à l'échelle des exploitations, ça peut au contraire accroître la quantité de travail à l'échelle des exploitations et du coup derrière aussi des territoires. Et que les femmes sont surtout sur des activités d'effarouchement, j'avais bien vu quelque part, et d'activités post-récolte et de récolte, et que ces activités-là sont sensibles à la quantité à la surface de riz cultivé et à la quantité de riz à manipuler. Donc sensibles à la taille des exploitations. On a vu, enfin on espère qu'on vous a montré qu'il y avait différentes catégories de travailleurs qui étaient donc impliqués dans le processus de production et puis même de post-production, post-récolte, disons. Donc, la suite un peu de l'histoire que Nathalie va vous raconter, c'était de voir ces différentes catégories de travailleurs, qu'est-ce qu'elles pouvaient dire de leur travail. Donc, pour la partie conditions de travail, donc comme on disait tout à l'heure, on a enquêté en fait un certain nombre de dimensions. On n'a pas fait une synthèse de tout, on va vous donner focus sur certaines. Donc notamment la pénibilité physique et qu'est-ce que les agriculteurs en pensent. On se rend compte par les entretiens que c'est à peu près toutes les tâches de l'itinéraire technique de la production risicole peuvent être considérées pénibles par des travailleurs. C'est aussi bien le désherbage manuel parce qu'il faut travailler les mains dans la terre, comme le passage des herbicides parce que ils ont les pieds dans l'eau en fait, et ils font ça avec des pulvérisateurs manuels. L'effarouchement des oiseaux également parce que ça demande de la concentration, parce qu'il faut être au champ toute la journée. Ce que les travailleurs en disent de la travail, se sont fatigués ou extrêmement fatigués. Certains parlent également de douleurs, de maladies, de tensions sur le corps en fait. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'expressions de travailleurs qui disent de leur travail comme très dur. Par contre, on a aussi en contrepartie des travailleurs qui ont dit qu'ils aiment leur travail et qu'ils aiment c'est de faire ces tâches, que ce soit de désherbage manuel, de la plantation du riz, de l'effarouchement, parce que ça permet d'obtenir en fait une production de riz qui peut se vendre ou qui peut alimenter la famille. Donc pour faire le lien, continue un petit peu avec finalement quelle vision et comment ils expriment la satisfaction de leur métier. Travailler pour certains de ces travailleurs est une satisfaction en soi. Ce qu'ils attendent pour leur travail, leur métier, leur emploi, c'est finalement de pouvoir faire quelque chose. Là, le revenu, comme l'obtention d'argent, est comme l'une des principales sources de satisfaction. Là, j'ai pas le temps de lire tous les verbatims, mais
C'est vraiment voilà, travailler le riz ou être producteur de riz ou plus généralement être producteur risicole ou agriculteur dans cette zone-là, ça permet également d'obtenir un revenu. Mais il y a d'autres sources de satisfaction. C'est pas que le revenu, c'est nourrir la famille. C'est aussi pour la beauté du travail. Beaucoup nous ont dit, enfin certains nous ont dit, regardez le champ ou la plante grandir, parce que derrière, effectivement, on va pouvoir produire, etc. C'est aussi aider les aînés ou les parents, hein, c'est un peu sous forme d'obligation sociale, mais comme pas que, c'est-à-dire notamment travailler avec les parents âgés ou d'autres personnes de la famille, et c'est également pouvoir apprendre des nouvelles choses. Quand on leur a demandé finalement qu'est-ce que vous attendez pour vos enfants, donc il y a certains qui ont dit la réponse, ben non, je veux pas que mes enfants continuent dans ma trajectoire, c'est-à-dire soit agriculteurs et travaillent en agriculture. Ça, c'est des salariés temporaires, permanents, des travailleurs familiaux qui ont dit, parce que, comme on disait tout à l'heure, le métier il est fatigant, difficile, stressant. Comme certains agriculteurs ont dit, hein, vous devez lutter en fait. Hein, c'est vraiment une source de stress. On est dans des métiers, des exploitations, le travail se fait dehors, il y a un ensemble d'aléas climatiques, économiques, il n'y a pas d'aide aux revenus agricoles, quoi. Et puis il y a des agriculteurs qui ont dit bah oui, moi je verrais bien mes enfants continuer, enfin être agriculteurs, parce que justement la profession elle est noble, hein, on a une vocation à nourrir en tout cas peut-être pas la planète, il l'exprime pas comme ça comme on entend parfois ici en France, mais en tout cas nourrir la famille. Il y a aussi un côté entrepreneurial dans le métier, hein, faire de l'argent, un côté de transmission. On transmet, les parents ont légué la ferme et on transmet la ferme à nos enfants. Aussi, il y a comme les attachements à la ferme, aux animaux ou à la production de risicole. Hein. Il y a plusieurs producteurs qui ont parlé vraiment dans des termes sous forme de beauté de leur production de riz. Et puis, pour beaucoup d'agriculteurs, ce qu'ils disent, ce qui est important, c'est comme que les enfants soient à l'école. L'éducation est vraiment un levier pour soit devenir agriculteur, soit faire autre chose. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure? Donc, on l'a peut-être pas dit en intro, mais on est encore dans l'analyse de données, notamment sur conditions de travail. Comme Pierre a dit sur organisation du travail, plus on accroît la surface en production risicole, plus on intensifie avec de l'irrigation, qui est souvent de pair avec la mécanisation, on accroît la charge totale de travail, mais la mécanisation permet de réduire le temps de travail par unité de surface. Globalement, l'agrandissement, l'intensification va avec un accroissement avec plus de travailleurs salariés temporaires, mais également femmes sur certaines tâches. Les femmes de la famille sont, en tout cas les femmes salariées temporaires, les journalières sont sur des activités post-récolte. La main-d'œuvre familiale diminue, notamment celle des femmes. Les conditions de travail où le travail est perçu, vécu comme difficile, même s'il y a des sources de satisfaction, de motivation qui sont exprimées. Donc c'est un métier dur, peu mécanisé, peu équipé, qui se fait dehors, il fait chaud, il fait humide. Les agriculteurs, eux, ressentent du stress. Il faut gérer cette multitude d'aléas. Il n'y a pas forcément les mêmes formes de protection qu'on peut avoir en France. Et l'éducation, comme je disais tout à l'heure, est un passage obligé pour faire autre chose ou pour faire autrement. Et ça interroge également comme le type de modèle agricole, parce qu'on voit que l'intensification de la production de riz est davantage liée à la création d'emplois pour des travailleurs temporaires, mais ceux-ci vont effectuer parfois les tâches les plus risquées pour la santé, notamment les pulvérisations, dans des conditions où il n'y a pas d'équipement de protection. Les grandes exploitations mécanisées mettent en œuvre une organisation du travail différente, avec une délégation de la récolte à des entrepreneurs, donc on n'a plus de travailleurs familiaux ou salariés temporaires. Et globalement, on peut observer une moindre implication des travailleurs de la famille. Et finalement, on se pose la question, est-ce que c'est pour les femmes une possibilité, une capacité d'exercer des activités non agricoles et du coup de gagner un peu également en autonomie, ou potentiellement pour les enfants d'aller à l'école? En vous remerciant, j'essaie de vous récupérer, j'arrête le partage, si j'arrive, tac. Et voilà. Merci. Alors, on n'est pas très nombreux. Vous pouvez rallumer vos caméras et vos micros, si vous le souhaitez, pour discuter avec Nathalie, Benoît, Pierre, Guillaume. Guillaume n'est pas là. Alors, moi, j'ai une question. Si. J'ai une question, elle est peut-être un peu innocente, mais donc quand il y a agrandissement et mécanisation et plus de traitement, donc ce sont des journaliers qui vont réaliser l'activité de traitement. Et pourquoi des journaliers? Est-ce que c'est le propriétaire
le fait aussi, mais il y a tellement d'agrandissement qu'il est obligé de s'adjoindre des salariés ou plus du tout. Et est-ce que ces salariés, entre guillemets, ils vont aller faire ça partout dans toutes les exploitations locales ou c'est vraiment une compétence qu'ils mettent en œuvre que très ponctuellement? Alors oui, effectivement, ils peuvent plus tout faire parce qu'on est sur 3-4 passages de pesticides intrants sur les champs. Donc quand il y a plusieurs champs, plus tu agrandis, plus tu as de passages. La main-d'œuvre familiale n'est pas forcément là pour le faire ou sur son d'autres activités. C'est des tâches qui sont peut-être aussi jugées pour certains pas évidents. Alors il y a deux stratégies finalement. Certains vont dire on les garde parce que la réussite de cette activité, de cette tâche j'inclus le désherbage dedans, fait qu'on peut obtenir une bonne production de riz. Et par contre, il existe aussi des profils de salariés pulvérisateurs, si on peut dire, qu'on a rencontrés, qui sont dédiés à cette activité-là et qui peuvent être reconnus pour leurs compétences et du coup être embauchés pour ça. Je ne sais pas si les collègues veulent le compléter. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste pour compléter vite fait, mais on a un peu ça. Enfin, dans le riz, je crois qu'on en a vu un peu, mais c'est aussi très développé dans le cacao au Ghana, ce qu'ils appellent des gangs, en fait, des spray gangs. Donc, en fait, c'est des équipes de d'épandage d'herbicides, en fait. Donc, ils sont organisés en équipe et donc ça, c'est quelque part un métier, voilà, comme c'est une forme de spécialisation. D'accord. Donc c'est pas forcément des agriculteurs qui vont aller le faire en prestation chez leurs voisins. Ça peut, mais pas que. Ouais, ça peut être aussi des gens qui sont très spécialisés là-dedans, des jeunes hommes qui vont faire ce boulot-là. Ouais, je crois que... Alors Guillaume et puis Pauline. Oui, moi c'est juste un complément. En fait, j'ai bien apprécié la partie sur job satisfaction, hein, et je pense que elle est vraiment importante parce que on voit, ça fait le lien avec ce que disait Pierre dans le secteur du cacao au Ghana. En fait, c'est que l'âge moyen des chefs d'exploitation augmente de plus en plus. Il y a peu de reprises par les jeunes, mais à tel point, et parce que le cacao est vraiment structurant de l'économie et des finances et du budget du Ghana, à tel point que l'agence nationale qui régule la filière met en place de plus en plus de groupes de travailleurs, les gangs, dont parle Pierre, qui là sont payés par l'État, par l'agence de la cacaoculture, pour aller faire des opérations sur les parcelles et sur les plants de cacao, parce que les producteurs commencent à être trop âgés et ne veulent plus les faire ou ne peuvent plus les faire. Et donc, il y a la question quand même de l'attractivité des jeunes. Alors là, moi, je parle du cacao, hein, mais peut-être que dans le riz, qui est quand même une culture assez importante et politique au Ghana, peut-être que ça se pose aussi. Mais voilà, c'est une question de est-ce que le producteur est content de ses conditions de travail? Est-ce que ça renvoie à la réalisation personnelle pour ses enfants aussi? Parce qu'après, sinon, il peut y avoir un détournement, une baisse de la production, comme ça peut se... Et c'est un des facteurs qui explique la baisse de la production dans le cacao aussi. Voilà, donc de l'importance de s'intéresser à cette question de la satisfaction aussi. Merci. Pauline. Enfin, sauf si Nathalie, Pierre ou Benoît veulent réagir. Non, on peut parler des heures, on va laisser les questions. Allez. Alors, Pauline. Oui, merci. Moi, je voulais savoir, quand il y a augmentation de la surface par la mécanisation, ces nouvelles surfaces-là, est-ce que c'était des surfaces en friche ou c'est d'autres cultures, du coup, qui sont, dont les surfaces diminuent? Voilà, c'est vraiment une que je me posais. Et puis après, j'ai une deuxième question. Est-ce que, du coup, avec ces études, ça vous permet de voir un peu, de réfléchir à comment évolue l'emploi au global dans ces territoires ruraux et comment ça pourrait évoluer s'il y avait plus de fermes de type 3 voilà, quelles seraient les évolutions d'emploi selon les tendances. Bon, c'est un peu compliqué peut-être, je sais pas si vous voyez ce que je... Mais bon, après, peut-être que ce que vous avez là, ça suffit pas. Mais c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on nous demande dès qu'on parle notamment de mécanisation. Mais alors l'emploi, ça crée des emplois, ça perd des emplois, et du coup ça se voit un peu à l'échelle territoriale. Et du coup, je pense que les types de fermes que vous avez, déjà de voir ça évolue vers quel type, déjà naturellement. Je sais pas si voilà. Et puis du coup, qu'est-ce que ça impliquerait en termes d'emploi et ça permettrait de voir aussi là où éventuellement les projets où est-ce qu'on peut agir, où est-ce il y a des marges de manœuvre pour les politiques, etc. Voilà.
Pour la deuxième question, on peut commencer par celle-là. C'est une bonne question. Après, nous, on n'est pas en capacité de parler d'emploi en termes de quantité. On a enquêté 40 fermes, hein, donc en plus qui n'ont pas été choisies selon un échantillon exhaustif. Par contre, il y a un projet en cours sur le maïs Job Agri que Pierre peut peut-être exposer, où là, il y a un objectif d'aller plus loin dans la quantification des emplois. Après, si tu veux parler de Job Agri en 2 minutes, top chrono. Pierre. Ou pas, je sais pas. Non, mais oui, la Job Agri, mais c'est un peu le même esprit que ce qu'on a fait sur le riz, mais à l'ensemble d'une région, sur un plus grand nombre d'exploitations, en plus sur les acteurs des filières, mais pour rester même sur les exploitations, et du coup à peu près 1000 exploitations, et on est représentatif à une échelle régionale. Donc en fait, on pourra dire derrière, les exploitations agricoles dans cette zone-là créent tant d'emplois dans cette région-là. Et puis on aura des types aussi d'exploitation. Enfin, l'idée, c'est un peu de travailler les données de la même manière. Donc, on pourra dire un petit peu plus des choses, extrapoler, tu vois, à une échelle régionale. Après, on a quand même, c'est ce que tu disais, Pauline, sur les 3 types qu'on a. Nous, on doit encore faire des restitutions, des discussions avec les agriculteurs, en gros, qu'on a enquêté là-bas. Et c'est peut-être aussi des éléments qu'on mettra en discussion, quoi, de se dire, ouais, effectivement, est-ce que on a plutôt un développement de ce type d'exploitation, et à ce moment-là, discuter avec eux les enjeux un petit peu territoriaux, sur les enjeux sur le foncier, qu'on n'a pas jusque-là tellement exploré. Pour revenir à ta première question, qui était de savoir ceux qui s'agrandissent, sur quelle terre ils s'agrandissent. Honnêtement, j'ai pas idée. Et on n'a pas trop regardé cette question-là, quoi, encore. Et je pense que c'est un truc comme ça. Merci. Alors, je voudrais pas écorcher votre prénom. Donc, je vous laisse poser votre question. Oui, c'est Let's moi aussi, j'ai 2 questions. La première, peut-être que j'ai raté le passage où tu disais ça, Pierre, mais est-ce que finalement, quand on intensifie avec la mécanisation et l'irrigation, est-ce qu'on intensifie aussi par rapport aux intrants et finalement, c'est quand tu dis on a moins d'hommes jours par unité de surface quand on irrigue, c'est permis par les herbicides, c'est ça? C'est un peu ma question. Et est-ce que quand on irrigue, quand on mécanise, on augmente les engrais et enfin les intrants en général? Parce que c'est ce qu'on observe un peu au Bénin, en zone cotonnière. Quand on mécanise, on intensifie par rapport aux intrants. Et ma deuxième question, c'était plus une réaction par rapport aussi au complément qu'a fait Guillaume. Donc, sur l'attractivité de l'agriculture et le fait que les agriculteurs vieillissent. Mais je me demande si c'est pas un peu le cas où aussi 2 choses peuvent être vraies en même temps, où d'un côté, les agriculteurs sont quand même contents ou fiers de leur travail, ils l'apprécient, mais d'un autre côté, c'est pas pour autant que les jeunes qu'ils souhaitent ça pour leurs enfants et que les jeunes, ça les attire. Et donc, je me demandais si, soit dans le secteur cacao, riz ou ailleurs, il y avait eu des études sur cette attractivité de l'agriculture, mais du point de vue des jeunes qui ont l'âge de faire les choix et qui ont l'opportunité d'accéder à la terre ou des choses comme ça, parce que c'est un facteur aussi. Ouais. Juste sur la première question, je peux répondre sur enfin, les collègues compléteront. Mais ce qu'on voyait aussi dans le riz, c'est ce que je dis un peu rapidement, c'est dans la présentation, mais que la mécanisation ne va pas tout seul, quoi. L'irrigation ne va pas tout seul, et ça va souvent aussi avec d'autres. C'est vrai qu'on a une variée, un peu bivariée, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde chaque variable et un peu voir comment et on compare les temps de travaux et l'organisation du travail. Mais c'est irrigation. Si tu es dans un périmètre irrigué, que tu irrigues, souvent tu vas mécaniser au moins le travail du sol et ensuite la récolte. Et par contre, si t'es en pluvial, t'as moins de services de mécanisation, ça peut être plus coûteux, c'est plus loin, les parcelles sont moins regroupées, tu vois, alors que tu as un périmètre irrigué, elles le sont. Et pareil, un petit peu sur les intrants, quand tu irrigues, tu vas forcément valoriser, tu prends moins de risques à mettre un peu plus d'intrants dans ta parcelle que quand tu es en pluvial et avec le changement de climat. Enfin bref, tu es dépendant des aléas climatiques. Donc ouais, c'est un peu ce que tu dis. Je pense que c'est pas très nouveau, hein. Mais de dire qu'effectivement, c'est un ensemble, en fait. Voilà, c'est une intensification un peu générale de la. Le collègue va peut-être compléter, Benoît.
C'est une intensification générale avec une mécanisation qui est ciblée sur certaines tâches et pas sur toutes. Voilà, c'est ça un peu qui explique à la fois qui est aussi un recours croissant à du travail temporaire pour les pesticides, pour les herbicides, et puis aussi post-récolte, qui est quand même un poste important. Et bird scaring, lui, demeure, plus tu as de surface, plus tu dois protéger les cultures des oiseaux coins. Le bird scaring, c'est un truc qu'il faudrait qu'on creuse encore un peu plus, je pense, dans son rapport à l'hectare, dans son rapport à la surface, par rapport à son rapport à l'intensification. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut creuser dessus, compte tenu de son poids dans les temps de travaux totaux. Et pardon, tu es sur cette question, Guillaume, sur aspiration? Non, déjà sur la première, après la manière dont les données ont été analysées, en fait, on n'a pas pu en revenir complètement à des itinéraires techniques, des paquets d'itinéraires techniques. C'est-à-dire que tu vois, quand on compare, on regarde irrigation par rapport au riz pluvial, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les deux types d'exploitation. On regarde le temps total, mais on peut pas le rapprocher directement à des pratiques non plus. Donc, on n'a pas fait des paquets d'itinéraires techniques encore sur le riz pour arriver à comparer leur contenu en temps de travail. Mais on est en train de le faire. Quand on présente la typologie, il y a quelques résultats qui ressortent, mais en fait, les données sont pas complètement stabilisées à ce niveau-là. Après, moi, de ce que j'ai pu voir de quelques expériences dans la riziculture, c'est que l'irrigation entraîne quand même une intensification des intrants parce qu'il y a une sécurité. En fait, il y a beaucoup moins d'incertitudes sur l'arrivée en eau, et donc du coup, les producteurs investissent et sont un petit peu plus sûrs d'avoir retour sur investissement que sur du rain-fed, du pluvial, où là, effectivement, tu as un plus grand risque de perdre tes dépenses là-dessus. Après, sur job satisfaction, moi, j'ai pas trop connaissance d'études. Je sais qu'il y en a une quand même qui a été faite, mais dans les filières d'export de l'ananas en lien avec la certification, où là, ils s'intéressent à est-ce que la certification permet d'améliorer la satisfaction au travail. Et ils trouvent des éléments plutôt positifs parce qu'il y a déjà il y a des questions du revenu qui est fondamental dans la satisfaction de ma petite expérience. Et puis après, il y a quand même des éléments un peu de sécurité sociale, d'entraide, de groupes d'entraide, tu vois, d'accès à des dépenses de santé, s'il y a et puis de représentation aussi, de représentation des travailleurs vis-à-vis de leurs employeurs. Mais ça reste quand même dans des grandes exploitations, des estates, quoi. Donc après, pour ce qui est des petites exploitations, j'ai pas connaissance, peut-être que les collègues peuvent compléter. Moi, ce que j'ai l'impression par rapport à ta question, c'est le terme attractivité, il n'est pas utilisé en fait. On va plutôt parler d'aspiration. Et tu as une grosse littérature en Afrique que je maîtrise pas sur l'aspiration des jeunes. Alors ça peut être des jeunes ruraux. Il faut quand même savoir dans ces systèmes, il y a des interactions très fortes entre le monde rural et le monde, entre l'agriculture et le monde rural avec d'autres activités. Les agriculteurs peuvent avoir, plusieurs activités, des activités agricoles, des activités non agricoles. Il y a des enfants qui vont en ville pour étudier, qui peuvent revenir. Donc c'est pas des milieux qui sont décloisonnés. Et sur cette question des aspirations, en fait, il y a eu, je maîtrise pas tout loin de là, mais il y a des travaux qui ont été faits, notamment pour rendre compte de ce qu'attendent des très jeunes enfants, au niveau primaire ou collège, ce qu'ils attendent sur leur futur et quelle serait l'exploitation rêvée. D'autres, effectivement, qui vont plutôt travailler sur ce que des jeunes actifs voudraient de leur métier. Mais là, je me souviens plus trop. Je sais peut-être Pierre, tu as plus de retours sur ce qui a été fait. J'ai un peu loupé. J'ai plus tout en tête. Non, mais c'est un peu difficile de tout résumer aussi, quoi. Mais non, je pense que le truc important, c'est ce que tu dis aussi, quoi. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas seulement parfois en tant que jeunes agriculteurs, quoi, mais ils sont aussi, on peut avoir d'autres activités à côté. On a souvent des combinaisons d'activités. La question des mobilités aussi là-dedans. On a des périodes. Là, c'est pas forcément dans la zone Nintel, là, au Ghana le cas, mais il y a d'autres zones où on a vraiment une saison sèche. Typiquement dans le nord du Ghana, voilà. On a une saison sèche pendant laquelle les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais vont migrer dans d'autres zones du Ghana, soit en ville, soit dans des zones rurales pour aller y travailler. Et ça, en fait, c'est vraiment un système d'activité finalement à considérer, quoi, qui est l'agriculture, mais qui est pas seulement, il y a aussi autre chose. Ouais. Et
La question peut-être que je me pose aussi, c'est est-ce que vous allez regarder s'il y a un lien entre cette job satisfaction ou la pénibilité et le fait que justement l'exploitation soit mécanisée, irriguée ou pas? Parce que ça peut beaucoup jouer sur l'appréciation de son travail, c'est le fait que ce soit mécanisé ou pas finalement. Ouais, alors après, on a 40 fermes sur organisation. On essaie de prendre des travailleurs sur un certain nombre de ces fermes, sachant que certains de ces travailleurs ne sont pas à temps plein sur cette ferme-là. Donc, notamment les salariés temporaires, ils se baladent, ce sont des journaliers, hein, donc ils peuvent faire une dizaine, une quinzaine de fermes. Donc, il y a des relations de cause à effet qui sont un petit peu compliquées à faire, quoi. Vu la taille de notre échantillon, du fait de la mobilité aussi de certains travailleurs, quoi. Après, l'idée, ça serait plutôt, mais là, on n'en est pas encore là, on avance vraiment à petit par petit pas, c'est effectivement de rendre compte entre ces formes d'organisation du travail et ce que les salariés en disent. Donc, c'est pas que le lien à la mécanisation, mais si je suis salarié ou travailleur familial dans une petite structure pas mécanisée par rapport à une grande, mais voilà, on a très peu de travailleurs aussi, donc on va pas retirer des tendances. Je pense que même ça, on peut pas arriver. Par contre, essayer de trouver plutôt des profils ou montrer, illustrer par des expressions différentes de travailleurs ce que ça peut être, quoi. Il est compliqué, quoi, ce lien, moi, je trouve, à faire Ouais. entre disons conditions de travail au sens assez large, ou satisfaction au travail et des modèles d'exploitation. C'est ce qu'on va peut-être essayer de faire un peu dans le job agree, mais encore même pas parce que la satisfaction, on va pas la poursuivre. On pourra peut-être lier. On va essayer de monter par exemple on va monter un questionnaire, mais vraiment sur des choses assez objectives plutôt. Donc, par exemple, tout ce qui va être santé au travail, exposition à des produits aux pesticides ou autres, où là on peut avoir des indicateurs assez objectifs et sur un grand échantillon le relier à certains types d'exploitation ou pas. Enfin, c'est un peu l'idée, mais je pense que c'est pas non plus super évident. Et alors, si on passe sur des choses beaucoup plus subjectives et dans la perception, là, c'est encore plus compliqué. Puis parce qu'en plus, voilà, comme disait Nathalie, souvent les gens, mis à part des travailleurs salariés permanents qui travaillent pour la même exploitation, et comme je disais, c'est pas là, dans le job agrégé, par exemple, dont on se parlait, c'est 7% des exploitations sur 1000 qui ont un travailleur permanent salarié. Donc c'est pas beaucoup. Et donc par contre, il y a quand même une grosse partie du boulot qui est fait par des salariés, mais journaliers, temporaires, et ceux-là, ils naviguent d'exploitation en exploitation, qui peuvent être des exploitations très différentes. Les spray gangs là, bon, ils peuvent aller mettre de l'herbicide chez les petites exploitations quand tu l'utilises très peu, comme chez des très grosses exploitations quand on l'utilise beaucoup. Donc, bref, le lien en fait entre structure d'exploitation et les travailleurs, il est loin d'être si évident. Pardon. Oui. J'avais une dernière question. C'est par rapport à l'âge des chefs d'exploitation. En fait, moi, je vois l'exemple quelquefois, moi, j'ai pas du tout étudié, hein, mais d'exploitation où, en fait, concrètement, c'est le fils de la famille qui va reprendre la ferme plus tard, qui travaille le plus et qui même prend des décisions. Et c'est juste que le père étant encore là et étant encore le chef, tant qu'il n'est pas décédé, en fait, ce sera pas le fils. Mais en réalité, le vrai chef d'exploitation, parfois, c'est le fils. Et du coup, est-ce que dans vos enquêtes, vous arrivez à le capter ça ou pas? Parce que finalement, ce seraient vos family workers, souvent en men, les hommes là, et parfois, finalement, c'est le futur repreneur. Enfin, voilà, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à détecter là. Enfin, j'ai vu que quelques cas, hein, je sais pas si ça peut se généraliser, mais je me dis que ça pourrait en fait faire baisser la moyenne des vrais chefs d'exploitation, enfin, ou de ceux qui, voilà, bref. Ouais, bonne question, c'est une bonne remarque et je sais pas si on en a, je le capte en âge. Capacité de le capter, parce qu'on n'a pas fait tout. Enfin voilà, les enquêtes ont été faites par différentes personnes. Je pense qu'après quand on a fait les enquêtes nous-mêmes, on pouvait apercevoir plus ou moins qui était le preneur de décision ou pas, mais pas forcément pour toutes les enquêtes. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, bonne remarque, ouais. Allez-y, Guillaume. Oui, moi j'ai pas une réponse complète, mais c'est là aussi une contribution depuis le secteur du cacao et parce que on a refait un peu la semaine dernière là, avec des groupes de producteurs de chefs d'exploitation une
perspective historique de leur rendement, des pratiques et de ce qui les avait influencés. Et c'est juste pour appuyer ce que tu dis, ce qu'ils nous ont vraiment dit, c'est que, en fait, il y a quelques années, alors c'est des gens qui ont 45, 50 ans, tu vois, ils n'étaient pas en plein contrôle des pratiques parce qu'il y avait le vrai chef de l'exploitation qui était là et qui avait une gestion assez traditionnelle, pas très dynamique, pas très tournée vers l'intensification, la recherche de commercialisation, etc. Et que après, il y a eu un moment où ils ont repris le contrôle suite à des décès ou alors des personnes qui sont vraiment trop âgées. Et là, ils ont pu vraiment changer les pratiques. Mais même s'ils travaillaient activement sur les parcelles, le fait qu'il y ait le chef de l'exploitation réellement, c'était quelque chose d'assez contraignant quand même, parce qu'ils n'étaient pas preneurs de décision. Donc voilà, ça reste quand même, j'ai l'impression, une organisation sociale et culturelle où il peut y avoir des effets de blocage.